J'ai plaisir à vous retrouver pour ce premier contact de 2025 que j'ai souhaité informel pour ne pas différer plus longtemps la reprise de nos échanges et qui consistera en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, non seulement à vous annoncer, à confirmer la parution de notre petit dernier sur lequel je vais revenir brièvement, Anatomie de la société occidentale européenne contemporaine, de la peine et des jeux, c'est surtout ça son titre, de la peine et des jeux, et surtout à vous présenter le programme, pas le programme détaillé, mais disons la tournure des conversations que je souhaite avoir avec vous au cours de l'année 2025 et vous en faire saisir le fil directeur et ce vers quoi nous allons, l'itinéraire que nous allons entreprendre au cours des prochaines séances, des prochains rendez-vous. Alors, je disais très vite un retour sur la parution du livre. Alors, pour ceux qui ont suivi mes récents passages aussi bien à Télé-Liberté que sur Toxin, et donc je remercie donc tous nos nouveaux abonnés et nouveaux sectateurs de Europhilo. Eh bien, vous savez que cet ouvrage est paru au début du mois de janvier. Et il est familier pour ceux qui ont déjà suivi ou qui sont des fidèles d'ores et déjà de la chaîne Europhilo, parce qu'il est bâti sur la plupart des discussions que nous avons pu mener au cours des derniers mois de l'année 2024. Alors l'ouvrage garde la forme des entretiens pour avoir un aspect plus vivant, plus attractif. Donc il n'y a pas d'appareillage de notes de bas de page, c'est une lecture plus fluide, c'est sur le mode de la discussion avec la reproduction des questions et réponses pour que ça soit plus vivant et que ça permette de toucher un public plus large. Alors ceux qui sont déjà des habitués de Rophilo, qui sont nos fidèles abonnés, seront familiers du contenu de cet ouvrage puisqu'il est bâti sur les échanges et les discussions que nous avons pu rôder au cours des 6 derniers mois lors de la création de la chaîne Europhilo. Alors j'en donne juste la structure puisqu'en fait il y a 4 parties, 4 thèmes qui sont envisagés et chaque intitulé, l'intitulé de chacun des thèmes correspond à une interrogation qui est posée quant à 2 membres d'une alternative. Et chacune de ces séquences de quatre possibilités détermine l'orientation de la société européenne contemporaine entre une optique, je dirais, plutôt libre qui fait la part belle à l'autonomie, à l'indépendance de l'individu, à sa formation et à son évolution libre, et évidemment son modèle inverse, qui est malheureusement celui qui semble être suivi pour le moment, où l'individu devient de plus en plus dépendant de la structure, à la fois par sa réglementation, à la fois par l'abondant usage des moyens technologiques offerts par aussi bien le smartphone que les nouvelles technologies d'exploitation des bases de données, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc voilà, on a une sorte de dialogue en 4 temps autour de 2 possibilités de société qui font question. Premier temps, la question je dirais, de tout ce qui gravite autour de l'alimentation et de l'agriculture, pour donner corps à cette interrogation, se nourrir ou avoir à manger. Deuxième temps, tout ce qui est autour de la mobilité, c'est-à-dire bouger ou être transporté, c'est-à-dire est-ce que c'est un choix individuel dans le cadre d'une autonomie ou est-ce que c'est une demande de prestation de service qui est guidée et qui est contingente. Troisième temps, posséder ou avoir l'usage, telle est l'interrogation pour le troisième temps de notre parcours, pour bien montrer que nous sommes dans une phase où la question du maintien de la propriété individuelle, non seulement pour le logement, mais pour les objets, les objets encombrants comme un véhicule et d'autres objets du quotidien, et même au-delà
la maîtrise de ce qui nous caractérise aussi bien dans la propriété de nos moyens financiers que dans notre être propre en tant qu'individu biologique, hein, donc les données de santé, les données qui sont issues de simplement de notre existence, hein, de nos traces laissées au fur et à mesure de nos parcours quotidiens dans une société largement numérisée et pour laquelle chaque décision, chaque action d'un individu fait l'objet d'une consignation, d'une mémoire, de quelque chose qui alimente des bases de données qui par la suite sont exploitées commercialement à des fins multiples et variées, voire avariées. Donc ça c'est le troisième temps, et le dernier temps qui est celui de la question fondamentale hein, du projet de société qui se forme devant nous, c'est choisir ou être guidé. Voilà, ça ce sont les éléments. Je souhaitais faire le récapitulatif rapide sur l'ouvrage dont vous connaissez, je dirais, une partie du contenu, mais l'intérêt c'est que vous pouvez retrouver l'ensemble avec vous en avez une trace physique et ça peut se transmettre, ça peut se partager, ça peut se lire collectivement. Donc je vous invite grandement à en prendre connaissance, à le diffuser et à en parler autour de vous. Je rebondis sur une des réactions en direct d'un auditeur sur Toxin qui faisait remarquer, moi j'avais saisi sa remarque au vol, je trouvais qu'elle était intéressante en disant c'est déjà étonnant que ce monsieur ait pu sortir son livre, enfin qu'il ait pu avoir la possibilité de l'éditer, donc précipitez-vous pour pouvoir le prendre tant que c'est encore possible d'en trouver et que je dirais là une forme de censure ou de limitation dans la production papier des ouvrages ne nous a pas encore totalement privés des ouvrages de librairie. Ben oui, j'abonde dans son sens. Moi, je suis fidèle et je suis très reconnaissant à mon éditeur avec lequel je suis en lien depuis un quart de siècle maintenant, puisque je suis à l'œuvre sur le 8e livre, donc je suis ravi tant que c'est possible, mais j'ai toujours dans le coin de l'esprit le fait que vu que je ne rapporte pas énormément en termes commerciaux, indépendamment des questions de censure et autres, eh bien cette possibilité qui est offerte de pouvoir produire des livres à la connaissance globale, mais c'est pas forcément éternel, c'est pas forcément garanti, donc il faut en profiter tant que c'est accessible. Voilà, c'était simplement la petite volet de communication sur cet ouvrage, parce que bon, on n'en sort pas tous les jours, donc c'est intéressant. Alors, malgré tout, ça permet aussi de faire le récapitulatif, puisque ce volet est de préparer les travaux que nous allons mener ensemble et en direct au cours de 2025, et qui viendront compléter un échantillon d'ouvrages récents qui sont tous focalisés sur l'Union européenne et ses effets, mais avec des angles d'attaque différents. Donc nous avions inauguré cette série avec la nécessité européenne, qui propose un examen du déploiement de l'idée européenne depuis le traité de Rome. Donc c'est une lecture, je dirais, phénoménologique du phénomène Europe depuis sa création et sa révélation au fur et à mesure dans le temps, et de la révélation de cette idée et des conséquences que ça a. La déclinaison concernant les individus se trouve dans ce volume suivant. Donc le premier c'est 2023, celui-ci c'est 2024. L'individu dans l'Europe promise, c'est la même collection au sein de l'Harmattan, de l'éditeur l'Harmattan. Donc l'individu dans l'Europe promise, que nous avons poursuivi donc avec le tout dernier qui est De la peine et des jeux, dont je viens de parler, qui lui est paru dans la collection, toujours chez l'Harmattan, mais dans la collection Questions contemporaines. Et ce que nous allons débroussailler ensemble pour 2025, j'en viens là au programme qui est prévu, des discussions. Bien, pour le dire de façon rapide et sans doute très schématique, mais je m'attends à ce que l'année 2025, sans faire office de lecteur de boule de cristal, mais
vous avez bien saisi que nous assistons à une forme d'accélération d'un certain nombre de dispositions à l'échelle internationale, de situations qui sont changeantes et qui vont précipiter au sens d'accélérer et en même temps d'aboutir à la réalisation matérielle, à la précipitation au sens de la concrétion des choses, qui vont aboutir à je dirais, une révision de l'ensemble des entités politiques à l'échelle planétaire. Et le continent européen va en être véritablement affecté. Alors ça correspond à un souhait ancien de l'institution européenne qu'elle caresse depuis fort longtemps, qui est en particulier celui de, via une révision des traités, de parvenir à obtenir enfin le statut, la dimension statutaire d'un État ou d'un super-État. Je dirais dans les faits, dans la pratique, et c'est tous les travaux que nous avons partagés jusqu'à présent montrent bien à quel point, de fait, la structure européenne parvient à subordonner l'action des États membres à son propre projet. Donc, dans les faits, la marge de manœuvre des États traditionnels qui sont adhérents de l'Union européenne a été grandement contrainte. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais sur le plan symbolique, sur le plan formel, chaque tentative de l'Union pour pouvoir atteindre statutairement la reconnaissance officielle en tant que structure étatique, eh bien, ça n'a jamais pu aboutir. Que ce soit l'essai avorté du traité de 2004 qui prétendait donc rejouer la scène de l'Assemblée constituante en reprenant un mélange plus ou moins disgracieux issus, disons, de la tradition imputée à la formation des États-Unis d'Amérique, en passant par l'épisode Révolution française. Donc on avait ce scénario de proposer, alors on avançait à mots couverts, c'était un traité établissant une constitution, c'était pas un traité constitutionnel, il y avait toute une argutie sur le choix des termes, enfin c'était un essai qui est intervenu il y a un peu plus de 20 ans maintenant et qui s'est soldé par un échec lorsque il a été question d'obtenir la validation par les populations dans chacun des États membres. Alors, dans les faits, ça n'a pas changé grand-chose puisque la plupart des dispositions qui étaient contenues dans ce traité de 2004 se sont retrouvées à l'identique ou quasiment, juste la dénomination de constitution disparaissait, mais dans les faits, la plupart des dispositions de 2004 se sont retrouvées dans le traité de Lisbonne de 2007, qui est aujourd'hui, qui est depuis 2009 en application et qui est le cadre réglementaire qui permet à l'Union de fonctionner aujourd'hui. Donc, dans les faits, l'objectif est déjà grandement atteint, mais sur le principe et en termes formels, en termes, je dirais presque de champ sacré, les objectifs n'ont pas été atteints. Et donc, je suis persuadé que, je ne suis pas le seul à le penser, qu'au cours des prochains mois, la structure risque de procéder à une accélération sous contrainte et à révéler ses intentions officiellement, que ce soit par l'examen de la disposition qui est déjà déposée de révision des traités, ou par d'autres formes d'action à visée politique, à visée institutionnelle. C'est dans le cadre des institutions. Voilà pourquoi je propose des échanges et des discussions préparatoires au cours de cette année 2025 pour nous permettre de pouvoir partager une forme, pour se retrouver mieux armés intellectuellement en termes de concepts et de notions et ne pas se retrouver exposés au narratif quel qu'il soit qui nous sera présenté au moment où les manœuvres officielles de l'institution auront lieu. Le but, c'est de pouvoir, en ayant anticipé le rendez-vous qui risque de se déterminer là sur le courant de l'année 2025, eh bien de pouvoir être mieux armé pour pouvoir d'abord comprendre ce qui est l'intention profonde, voir vers quoi
se propose de nous conduire et être mieux armés pour pouvoir discuter pied à pied les éléments, les contredire, du moins avoir une attitude rationnelle et analytique sur ce qui est censé arriver. C'est la raison pour laquelle je vais proposer en gros 4 temps de discussion sur l'ensemble de l'année 2025. Chacun de ces temps sera alimenté par à son tour une série de rendez-vous. En général, je fonctionne autour de 3 rendez-vous pour constituer un temps de réflexion, une partie. Je commencerai d'abord par l'examen de certain nombre de concepts, de notions qui jouent d'ores et déjà dans le mécanisme d'encadrement ou de subordination des États membres. Donc je ferai référence à un certain nombre de notions dont je discuterai toujours pareil, en prenant appui sur les textes. Il ne s'agit pas d'opinion ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'analyse à partir des textes officiels, des éléments qui sont dans les traités, des communications qui sont effectuées par la Commission européenne, par le Parlement, pour pouvoir finalement utiliser les textes officiels de l'Union européenne pour démonter les intentions profondes de l'idée européenne. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de prendre, d'user des matériaux fournis par l'institution elle-même pour démonter l'ensemble de ces intentions profondes et des processus auxquels nous assistons. Deuxième temps, ça sera clairement consacré à cette forme de fascination constitutionnelle dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire ce désir de pouvoir sacraliser par un texte ou par une disposition institutionnelle un statut ou par une reconnaissance officielle, notamment dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, enfin quoi que ce soit, c'est cette recherche éperdue de la sanction, enfin de la reconnaissance institutionnelle et simultanément de la sanction démocratique. Dans un dialogue qui est souvent très délicat, puisque chaque fois que l'institution s'est plus ou moins frottée ou qu'elle a laissé un champ, un petit angle, une petite ouverture à l'expression populaire, ça a toujours été un élément bloquant puisqu'elle n'a pas reçu l'assentiment que sans doute elle attendait. Donc ça c'est intéressant à voir. Nous nous interrogerons dans un troisième temps sur quel est le devenir d'un État européen, quelles sont les dispositions qui sont actuellement prises en termes d'organisation par l'institution européenne et qui contribueraient à façonner une forme d'État européen. Et dans un dernier temps, nous reviendrons au basique finalement, en ayant envisagé les mécanismes de contrainte pour les États, en ayant regardé ce désir pieux, cet élan vers la reconnaissance constitutionnelle et institutionnelle de l'Union européenne, en ayant regardé de façon pratico-pratique les dispositions qui sont prises pour forger, pour aboutir à la formation d'un État européen, nous reviendrons sur la question fondamentale qu'on a tendance à occulter, c'est-à-dire, mais pour quelle vision et pour quel projet ? Parce qu'en réalité, questionner l'Europe, c'est d'abord revenir au fondamental. Pourquoi cette structuration européenne ? Et donc nous reviendrons sur les éléments qui sont mis en avant par l'institution, qui considère qu'ils vont de soi, mais nous reviendrons là, ça sera l'occasion d'une discussion beaucoup plus dense, beaucoup plus intense, sur les fondamentaux de ce que serait, de ce qu'est une vision européenne, ou de ce qu'elle n'est pas. Existe-t-elle elle-même en dehors de la volonté d'exister simplement en tant que structure, et nous questionnerons quel est le sens du projet, si projet il y a, pour pouvoir être encore une fois plus réactif lorsque dans les événements que j'ignore, que vous ignorez, que nous ignorons tous, qui vont survenir au cours des prochains mois, eh bien que nous puissions être plus réactifs par rapport à ce que l'histoire en acte nous mettra sur le devant de la scène et devant nos yeux. Nous aurons au moins été alertés sur les tenants et les aboutissants
et sur ce qui se dessine, ce qu'on peut présumer et conjecturer. Voilà, c'est ça l'objectif des rendez-vous que je vous propose de suivre dans le courant de l'année 2025. Je tâche de faire ce qu'il faut pour que nous ayons nos rendez-vous à intervalles réguliers sur l'année 2025, et voilà en quoi ils consisteront. Et donc je vous engage, si cela vous intéresse, bien à non seulement continuer à demeurer abonné, à en parler autour de vous, à relayer, à diffuser, en marquant en particulier en sélectionnant la petite cloche là pour être prévenu par toutes les notifications lorsque une nouvelle vidéo, une nouvelle discussion est publiée sur la chaîne Europhilo, et à pouvoir faire tout le travail mais je dirais de partage et de communication auprès de vos proches, bien sûr à travers les ouvrages, parce que ça se communique, on peut discuter après, c'est l'occasion d'avoir des bases concrètes pour pouvoir, quand on en a le temps, au rythme que l'on veut, pouvoir suivre et avoir quand même une trace de ce qui a été fait, une trace physique, matérielle, c'est toujours important, surtout, je serais tenté de dire, de plus en plus important. Et puis évidemment à faire tout le travail de promotion de la chaîne auprès de vos proches, de votre entourage, pour là aussi partager, pouvoir discuter à partir de ce que je vous propose comme élément de réflexion, pour que le travail qui est fait de recherche que je livre là en direct au fur et à mesure de mes propres avancées, vous puissiez y être associé, en discuter, me faire des retours si vous le souhaitez, et que tout ça nous permette d'être, suivant la coutume sur Europhilo, de plus en plus vigilants, et que cela nous permette de pouvoir réellement être armés pour affronter le cadre de vie, l'organisation de société qui est en train d'être façonnée sur le continent européen, et que nous ne soyons pas simplement des purs patients, mais que nous puissions être aussi des lecteurs critiques et, je le souhaite dans un avenir le plus proche possible, des acteurs concrets. Voilà, chacun à son niveau, à son échelle, avec ses convictions et avec une lecture la plus intelligente et la plus, humaniste possible. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne suite et je vous donne un rendez-vous le plus tôt possible, très bientôt, il y a déjà des éléments qui sont prêts, donc nous aurons notre première séance très prochainement, et je vous souhaite très nombreux, et je vous dis donc à très bientôt.